Plus de 160 morts et des centaines de disparus, le bilan ne cesse d'augmenter après la crue dévastatrice qui a frappé la frontière entre le Népal et la Chine. Au Pakistan, 14 nouveau-nés ont trouvé la mort mercredi dans un incendie survenu dans un grand hôpital d'Islamabad. L'incendie aurait été provoqué par l'explosion du compresseur d'un climatiseur. Une crue dévastatrice a frappé mercredi le nord du Népal, près de la frontière avec la Chine. Le bilan provisoire fait état de 160 morts, mais risque de s'alourdir dans les prochaines heures. En outre, près de 400 personnes sont toujours portées disparues, dont environ 300 ressortissants étrangers. Dans le district montagneux de Rasuwa, des torrents de boue et d'eau ont emporté des maisons, des véhicules, des ponts et des infrastructures hydroélectriques. Les premières analyses privilégient une avalanche de roches et de glace qui aurait bloqué la rivière Lende Kola. L'accumulation d'eau aurait ensuite cédé brutalement, provoquant une crue en cascade dans la rivière en contrebas. Un séisme de magnitude 5,2 enregistré dans la région pourrait aussi avoir un lien avec cette catastrophe, mais son rôle reste à confirmer. Au Tibet chinois, des tonnes de boue et de roches ont également frappé le secteur du poste frontière de Guirong. Les autorités évoquent de nombreuses victimes et des disparus sans encore fournir de bilan précis. Les secours sont mobilisés des deux côtés de la frontière alors que des coulées de boue et une nouvelle montée des eaux restent possibles. Au Pakistan, 14 nouveau-nés ont trouvé la mort mercredi dans un incendie survenu dans un grand hôpital d'Islamabad. Le feu s'est déclaré tôt le matin au 3e étage du service de santé maternelle et infantile de l'Institut pakistanais des sciences médicales. L'incendie serait dû à l'explosion du compresseur d'un climatiseur à l'intérieur de la nurserie. Les victimes présentaient de graves brûlures selon la police. Des tests ADN ont dû être réalisés pour confirmer leur identité avant que les corps ne soient remis aux familles. कुछ नहीं चला एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे क्यों बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे तुम लोग उनको बचा रहे थे तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है 4 घंटे बाद पुलिस आई है यहाँ पे चस्के लेने आए हैं एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait part de son émotion et ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances du drame. La crise au Moyen-Orient ne fait pas seulement grimper les tensions géopolitiques, elle fait aussi exploser la facture énergétique de nombreux pays. En Europe, l'Italie est particulièrement touchée. Entre mars et août, elle aurait payé environ 12,7 milliards d'euros supplémentaires pour ses importations de pétrole, de gaz et autres énergies fossiles. Les Pays-Bas suivent avec 11,5 milliards, puis la France avec 10,8 milliards et l'Espagne avec 8,8 milliards. À L4, ces économies ont donc supporté près de 41 milliards d'euros de coûts supplémentaires et cela sans même avoir acheté davantage d'énergie. Seule l'augmentation des prix a fait grimper la facture. À l'échelle mondiale, le phénomène est encore plus spectaculaire. La crise aurait ajouté plus de 280 milliards d'euros au coût des importations de combustibles fossiles. Et à la pompe, les consommateurs ont aussi payé la note. Les prix de l'essence et du diesel ont bondi de 59%. Mais tous les pays ne sont pas aussi exposés. Ceux qui ont développé les énergies renouvelables disposent d'un véritable amortisseur. Selon le Centre de recherche sur l'énergie et la qualité de l'air, les nouvelles capacités d'énergie propre installées depuis 2020 ont déjà permis d'économiser 36 milliards d'euros d'achat de combustibles fossiles depuis le début de la crise. L'Espagne en est un bon exemple, même si les transports, l'aviation et l'industrie restent très dépendants du pétrole. Au final, cela représente encore un surcoût d'environ 180 € par habitant. Face à cette vulnérabilité, plus de 100 organisations européennes demandent désormais à Bruxelles de préparer un plan pour sortir progressivement des énergies fossiles. Le lac Ontario, l'un des grands lacs d'Amérique du Nord, il borde à la fois la province canadienne de l'Ontario au nord et l'État américain de New York au sud. Mardi, le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il souhaitait le rebaptiser lac America. Il s'agit là de la dernière escalade en date dans la guerre commerciale qui oppose actuellement les deux pays. Des droits de douane s'élevant à plusieurs milliards de dollars ont désormais été imposés par les deux parties. Dans un message publié sur sa propre plateforme de réseaux sociaux, Truth Social, il déclare « Nous ne comptons plus faire beaucoup d'affaires avec l'Ontario ». Ces Américains vivant près du lac ont réagi à ces propos. I think he should take care of things that matter the most to the country and quit being a baby. He's getting people to look at
the name Lake Ontario, but I think he wants to open up the bigger discussion of what's going on with the negotiations. You know, is Canada not taking advantage of us? What's going on? De l'autre côté de la frontière, ces Canadiens ont clairement fait part de leur opinion sur les propos du président américain. It's been like that for so long, so why do we need to change it? Seems to work for Canada, and I think probably works for the U.S. too. It's meaningless. It's just more hyperbole and more of an irritant for the Canadian people. He's not doing anybody any favors, especially himself. Après le golfe du Mexique, rebaptisé en mai dernier Golfe d'Amérique, Donald Trump continue visiblement de jouer avec les cartes. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré que l'Arménie allait commencer à préparer sa candidature à l'adhésion à l'UE. Il s'agit d'un tournant géopolitique historique pour un pays qui se trouvait auparavant dans l'orbite de la Russie, ainsi que pour l'ensemble du Caucase du Sud. Dans un discours prononcé devant le Parlement, Nikol Pachinian a déclaré que l'Arménie organiserait un référendum après avoir officiellement déposé sa candidature à l'adhésion à l'UE dans un avenir proche. L'Arménie est actuellement membre de l'Organisation du traité de sécurité collective dirigée par la Russie. Et il y a quelques mois, le Kremlin a lancé un ultimatum à Erevan lui demandant de choisir entre le maintien de son adhésion ou la poursuite de sa propre voie vers l'UE. Le président russe Vladimir Poutine a également clairement indiqué que l'adhésion de l'Arménie à l'UE serait incompatible avec son appartenance à l'Union économique eurasienne. En réponse à l'annonce de Nikol Pachinian, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que cette décision pourrait déclencher ce qu'il a qualifié de profondes contradictions commerciales qui nuiront avant tout à l'Arménie. En inspectant son champ, ce producteur a fait un constat. Ses pommes de terre sont à peine plus grosses que des balles de ping-pong et les sols sont secs. La faute principalement au climat. Les fortes pluies du printemps ont laissé la place à des vagues de chaleur intenses, conséquence des sols fragilisés. La terre a formé des amas compacts qui empêchent les pommes de terre de bien respirer et donc de grossir. Voilà, on voit que la terre est super sèche. Elle sèche sous forme de blocs, tellement c'est sec. Et on arrive à peine à sortir les pommes de terre hors du sol et on voit qu'elles sont toutes petites pour la date. On arrive au 15 août. Et normalement, elles devraient faire au moins 4 fois la taille de ce qu'elles font là. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire de frites avec ces pommes de terre-là. À quelques semaines de la récolte prévue autour du 20 septembre, les producteurs font donc la grimace. Et ils ne sont pas les seuls, car cette situation pourrait bien affecter la production et le prix des fameuses frites qui font la réputation du pays. En effet, la Belgique est le premier exportateur mondial de frites surgelées. Et ce commerce suit des règles bien précises. Ce qui est le mieux, c'est une longue pomme de terre et surtout une grosse pomme de terre. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, maintenant, comme les saisons varient très très fort en ce moment, eh bien, c'est difficile à trouver la frite parfaite. Malgré le rétrécissement des pommes de terre, le goût, lui, ne semble pas avoir été affecté. Le Danube, dont le niveau a fortement baissé en raison de la sécheresse qui touche l'Europe, continue de révéler des vestiges enfouis au fond des eaux. Fossiles, épaves de la Seconde Guerre mondiale et ruines romaines apparaissent à mesure que le niveau du fleuve baisse, dévoilant des portions de son lit restées invisibles pour certaines depuis des siècles. Dans le nord de la Bulgarie, une vingtaine de bénévoles ont fouillé les berges asséchées près de Ruse, après la découverte le mois dernier d'une mâchoire de mammouth et de fragments de défense. Les recherches ont depuis permis de mettre à jour des restes d'animaux, notamment une mâchoire de cheval, ainsi que des huîtres fossilisées datant d'environ 60 à 65 millions d'années. Des archéologues ont également répertorié les fondations d'un pont de plus de 2 km de long, construit en 328 sous le règne de l'empereur romain Constantin Ier. En Autriche et en Serbie, la baisse du niveau des eaux a mis à nu des épaves datant de la Seconde Guerre mondiale, et en Hongrie, une moto de la Wehrmacht et des effets militaires appartenant à 2 soldats allemands ont refait surface à Budapest. Selon l'Observatoire européen du climat Copernicus, les plus grands fleuves d'Europe ont atteint des niveaux jamais enregistrés auparavant au mois de juillet.
le maître hongrois du roman fleuve Péter Nadas est décédé à l'âge de 83 ans à son domicile. Romancier, dramaturge et essayiste, se distinguant par une prose entremêlant mémoire personnelle, traumatisme historique et expérience du corps humain, l'écrivain comptait parmi les plus grandes figures de la littérature européenne contemporaine et avait à plusieurs reprises été pressenti pour le prix Nobel de la littérature. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale, traduite dans de nombreuses langues, et a notamment signé les romans Livres de mémoire, Histoires parallèles ou encore Détails chatoyants. Son dernier ouvrage, Mes amis morts, a été publié en 2025. À Lima, capitale du Pérou, des archéologues ont retrouvé les traces d'un hôpital datant du XVIe siècle. Celui-ci accueillait et soignait les marins malades, faisant escale dans les ports du Pacifique, à l'époque où le Pérou était une colonie espagnole. Y hemos encontrado los vestigios de una iglesia y de un hospital que se creían desaparecidos, que es la iglesia del Espíritu Santo, que tenía como la costumbre de la época un hospital anexo donde también se enterraban las personas. Les experts ont localisé l'entrée de l'église où l'on célébrait la messe pour les malades. Ils ont également découvert des murs, des sols et des carreaux, des squelettes humains et d'autres objets. Aparte de los hallazgos funerarios, se ha encontrado también, de por sí me parece que lo más representativo es la arquitectura misma, que conserva pues los materiales y las técnicas tradicionales, los cuales nosotros hemos restaurado. Se ha encontrado un piso de azulejos valencianos del siglo XVIII y se ha encontrado también un área con evidencia prehispánica muy interesante. L'hôpital est resté en activité jusqu'en 1821, année où l'indépendance du Pérou a été proclamée. Les raisons de sa fermeture restent inconnues jusqu'à présent.